Bon matin sur France 3 Bretagne, merci à vous pour votre fidélité. Chaque matin dans notre émission Ensemble c'est mieux. Ce matin, on parle de l'explosion des cyberattaques du jamais vu en 2020. Le nombre de signalements a été multiplié par 4 selon l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Des attaques qui visent les entreprises, les institutions, mais aussi des particuliers. Comment s'en protéger? Comment explique-t-on un tel rebond? On en parle dans quelques minutes avec nos invités. Mais avant, on part retrouver Evan qui s'est rendu à Plouray ce matin. Salut Anne Fantet et bonjour à vous à la maison. Ce matin, je suis à Plouray dans le Morbihan pour vous présenter une super association qui s'engage pour la transition écologique. Je vais y arriver, transition écologique. Vous allez en parler bien mieux que moi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Manon, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est le lieu Bascule Argoat qui se trouve derrière nous? Ouais. Alors Bascule Argoat, rapidement, c'est un lieu de vie et d'engagement au service des transitions. Et par transition, on entend vraiment les transitions au sens large, donc écologique, démocratique, sociale et intérieure. Et alors, vous êtes installé dans ce bâtiment il y a 1 an. C'est quoi l'histoire de ce lieu? Alors là, l'histoire, c'est en fait une ancienne blanchisserie de l'abbaye qui est à côté, donc de l'abbaye de Langonette. Et voilà, le lieu était en train de se dégrader avec le temps. Et du coup, l'idée, c'est de réhabiliter ce bâtiment pour le faire durer dans le temps. Et alors, dans l'association, vous êtes une vingtaine de membres à habiter ici. C'est pas une grande coloc, mais c'est surtout des personnes de tout horizon qui partagent des mêmes valeurs, c'est ça? C'est ça, voilà. Ici, on est vraiment réunis pour travailler sur les questions de respect du vivant, de réinventer nos modes de vie et nos modes d'organisation pour promouvoir une société plus juste. C'est ça, on l'a dit ensemble. C'est ça, et l'idée aussi, c'est vraiment ça, de travailler de manière collective et pas juste chacun dans son coin, en fait, pour pouvoir se mettre tous d'accord sur des différents projets et différentes valeurs et travailler ensemble pour ne pas générer de frustration et avancer concrètement. C'est un lieu d'expérimentation aussi. C'est ça. Du coup, on essaye concrètement d'expérimenter déjà sur la rénovation de nos chantiers, de faire au maximum par nous-mêmes en étant aidés parfois par des artisans. Mais vous n'étiez pas dans le bâtiment avant, vous apprenez en fait? On apprend. Effectivement, on est toujours dans cette logique en fait de posture apprenante. Donc l'idée, c'est que nous on puisse nous expliquer. Soit les personnes peuvent venir chez nous pour nous apprendre, ou nous on peut aller vers l'extérieur pour apprendre. Et toujours dans cette logique en fait d'apprendre pour pouvoir réutiliser pour nous ou vers l'extérieur pour donner un coup de main, quoi. D'autres exemples d'expérimentation, Manon? Oui, sur notre mode de fonctionnement ensemble, on essaye de mettre en place une gouvernance partagée, même si c'est encore bien imparfait, mais on essaye de s'y mettre. Aussi sur les questions de résilience énergétique et alimentaire, on essaye au maximum de s'approvisionner par exemple chez Enercop, de limiter... un fournisseur d'énergie renouvelable français. Et aussi de s'approvisionner localement en étant en lien avec des maraîchers, des choses basiques mais essentielles. Et vous avez aussi votre propre petit potager? Exactement, donc là, on s'est pour l'instant principalement concentré sur l'espace intérieur, mais néanmoins on a quand même déclenché des petites expérimentations comme le Kiol Compost que vous pouvez voir ici, qui est un composteur de végétaux qui permet en fait de directement utiliser la matière végétale qui va être compostée pour la réutiliser en espace de culture. Le Kiol en anglais, ça veut dire? C'est clé de serrure. Voilà. Enfin, trou de serrure. Trou de serrure, d'où sa forme. C'est un principe qui permet directement de réutiliser les composts sur un espace de culture. Très brièvement, le principe, votre but aussi, c'est de vous éloigner un petit peu du système qu'on a tous depuis qu'on est tout petit, du système monétaire, et de passer aussi par un échange de bons procédés, on est d'accord? Ah oui. Effectivement, on a certaines charges fixes qui nécessitent d'avoir des rentrées d'argent. Mais nous, le principal recherche qu'on a, c'est vraiment plus des acquis de compétences et gagner en lien social et en réseau d'entraide. Et ça représente la majorité de nos échanges. Et vous ouvrez aussi le lieu public pour des formations, des échanges. On va en parler dans quelques instants. Le temps de rentrer à l'intérieur, de prendre un petit café. Et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. Bon café, Evan, à tout à l'heure. C'est un phénomène maintenant qui prend de l'ampleur. Les cyberattaques contre des entreprises ou des institutions ont explosé en France en 2020. On fait le point en chiffres et en images et on en discute tout de suite après avec mes invités.
Tu travailles pas aujourd'hui ? Non, on a eu une cyberattaque, tout est bloqué. Les cyberattaques ont explosé en France en 2020, notamment avec rançongiciel, c'est-à-dire avec demande de rançon. Elles ont été multipliées par 4 par rapport à 2019. Une augmentation très inquiétante qui fait que 91% des organisations françaises ont été la cible d'au moins une cyberattaque depuis les 12 derniers mois. Entreprises, hôpitaux, mairies, lycées, personne n'est épargné. Et certaines sociétés, mal préparées, ont dû payer les rançons qui peuvent se chiffrer en millions d'euros pour ne pas tout perdre. Cette explosion des cyberattaques est fortement liée au télétravail qui s'est développé depuis la crise sanitaire. Chez eux, les salariés sont en effet mal équipés face à ce risque et les pirates repèrent facilement les failles informatiques. De plus, la lutte contre ces pirates organisés sur un modèle mafieux, disséminés à l'étranger, souvent en Europe de l'Est, est extrêmement difficile. Pour savoir comment anticiper et réagir en cas d'attaque, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a édité un guide. Cyberattaque, les pirates qui peuvent vous faire couler. Ce ne sera pas le cas ce matin, je vous préviens. Et avec nous ce matin, Maxime Charles, président de Provexio, entreprise spécialisée dans les services informatiques pour les entreprises. Frédéric Toraval, vous êtes responsable sécurité des systèmes d'information chez Infotel. Et Florian Carfanton, vous êtes avec nous à distance. Vous êtes ingénieur pentester chez Squad. Bonjour à tous les trois. Alors, on vient de le voir, nous n'avons jamais enregistré autant de cyberattaques en France, Maxime Charles. Il y a une véritable prise de conscience des entreprises de la nécessité de sécuriser leur système d'information ? Oui, tout à fait. Je pense que désormais les entreprises sont donc informées, correctement informées et conscientes que c'est un risque et presque, je dirais, une menace qui pend sur elles. Et c'est pourquoi je pense que les entreprises ont bien pris conscience de ce risque. Maintenant, la difficulté relève, je pense, des moyens qui sont mis en œuvre, soit par méconnaissance du type d'attaque, puisqu'elles peuvent être manuelles ou automatiques, pas forcément faites que par des humains, mais aussi par des robots, et aussi peut-être par manque de moyens, en tout cas généraux, pour se défendre, que ce soit dans l'acquisition d'outils de défense, de cyberdéfense, ou dans les mécanismes à appliquer le jour où ça arrive. Florian Carfanton, c'était un aspect qui était négligé par les entreprises, le fait de sécuriser leur système ? En fait, oui et non. Disons que historiquement, l'entreprise se protégeait surtout des attaques qui provenaient d'Internet et pas des attaques qui provenaient de l'intérieur de leur réseau. Et là maintenant, avec le nouveau modèle qui est arrivé avec le Covid, le télétravail partout, c'est une nouvelle problématique qui arrive et qui fait qu'il faut encore s'adapter, comme toujours, au nouveau mode d'attaque. On va y revenir sur cette question du télétravail. Alors, avec le Covid, de nombreux hôpitaux ou entreprises médicales ont été attaqués. On pense tout récemment à Dax. Plus récemment, près de chez nous, à Vannes, un laboratoire a subi une fuite de données considérable. Quelles sont les motivations de ceux qui attaquent le milieu médical, Florian Carfanton ? Je dirais, comme toutes les attaques, en fait, la principale motivation, c'est l'argent. De loin, aujourd'hui, historiquement, il y avait plus des jeunes qui s'amusaient à faire ça pour le fun. Mais aujourd'hui, c'est de loin, la première motivation, c'est l'argent. Après, il y a quelques attaques qui vont être liées à la politique, mais sur le monde médical, c'est l'argent parce que les données de santé sont très lucratives dans le monde de la revente de données. Et parce que le système, on va dire, d'information dans le monde médical sont mal sécurisés par rapport à d'autres domaines, milieux. Alors j'imagine que quand on est responsable sécurité des systèmes d'information, Frédéric Toraval, on a une sacrée pression sur le dos au quotidien. Oui, naturellement, il y a une pression, mais c'est vrai qu'on doit s'adapter autour de ça, en fait. Et c'est un boulot de tous les jours, parce que les nouvelles vulnérabilités, elles apparaissent tous les jours. Donc c'est beaucoup de veille autour de ça pour on va dire, faire ce qu'on peut pour éviter un maximum ce type de problème, mais personne n'est réellement à l'abri. Alors vous me disiez en préparant cette interview que votre groupe subit près de 100 000 attaques par jour. Sur notre surface visible. Ouais, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Alors, ce qu'on dit attaque, là, c'est pas vraiment attaque. Ce qu'on va dire, c'est ce qui est des botnets, dont parlait monsieur, qui viennent scanner le réseau régulièrement sur toute notre surface visible. Donc, c'est ce qu'on dénote aujourd'hui, mais on a même l'impression que ça augmente. Et vous parlez de surface visible, donc c'est-à-dire qu'il y a une surface invisible aussi ? On a la surface intérieure et on a une surface qu'on expose publiquement. Donc c'est sur cette surface
exposé, qui est analysé par ces bots. Une fois que ces bots viennent potentiellement trouver une faille ou quelque chose d'exploitable, eh ben, le propriétaire de ce bot a l'information et tente la cyberattaque. Donc on n'a pas autant de cyberattaques, bien heureusement, mais en tout cas, dès qu'il y a une faille avec ces robots, ça peut aller très très vite. Petite question qui intéresse nos téléspectateurs. Quelle est la pire situation qui vous est arrivée dans votre carrière en tant que responsable réseau? La pire, je veux surtout citer peut-être la dernière qu'on a eue. On a eu ce qu'on appelle une faille 0 day. Les failles 0 day, c'est des failles qui apparaissent, mais qu'il n'y a pas de patch aujourd'hui, il n'y a pas de correctif. Donc on a été infecté par un ransomware sur un de nos serveurs métiers. Et ce serveur donc, a été complètement chiffré. Donc on a perdu complètement l'exploitation de ce serveur. On a dû l'étanchéifier, l'éteindre, le couper, surtout ne pas payer la rançon. Et on est revenu sur une sauvegarde, on l'a patché, on l'a remis en production. Donc ça a moindre mal puisque c'est qu'un serveur. On a perdu quand même 2 jours d'exploitation de production sur ce serveur, mais ça reste quand même... Dans ces cas-là, vous travaillez nuit et jour, vous êtes aidé par des entreprises extérieures, vous êtes épaulé Alors, pour cette action-là, en l'occurrence, non. On avait ce qu'il fallait. On a des équipes en interne quand même pour s'assurer de sa sécurité. Mais sur certains cas, ça peut arriver. Oui, parce qu'on n'a pas forcément les connaissances sur tous les types de sujets, tous les types d'attaques. D'accord. Vous faites aussi appel à des pentesters, vous me disiez. Tout à fait. Ok. Florian Carfentan, ces attaques, elles se préparent comment finalement? C'est des robots, c'est des humains qui sont derrière Comment on cible les entreprises, les institutions? Oui, effectivement, il y a 2 modes d'attaque, mais la plus répandue, ça va être de l'opportunisme. Donc, c'est des gens qui font tourner des scanners, qui vont trouver des vulnérabilités. Et une fois qu'ils trouvent la vulnérabilité, s'ils peuvent l'exploiter et rentrer dans le réseau à distance, là, ils vont mettre de l'intelligence humaine derrière pour aller plus loin et prendre le contrôle de l'entreprise et chiffrer le maximum pour demander une grosse rançon. Donc, ça va vraiment être de l'opportunisme, comparé à des attaques vraiment ciblées et bien plus, on va dire, techniquement élevées, qui là seront plus des attaques politiques ou des attaques... où il y a des commanditaires derrière, beaucoup plus ciblés, quoi. Arrive-t-on toujours à savoir qui est derrière l'attaque? Non, je dirais même que c'est plutôt l'inverse. On arrive très rarement à savoir qui c'est, tout simplement parce que c'est des 1 et des 0. Donc même si on arrive, grâce ce qu'on appelle les TTP, donc aux techniques d'attaque, aux procédures utilisées, à identifier et raccorder des attaques à des groupes d'attaquants, on pourra très difficilement, dans le monde judiciaire, rattacher ça à la personne qui était derrière le clavier. Du coup, dans le monde de la justice, c'est peu fréquent. Par contre, la géopolitique utilise beaucoup ces méthodes-là, notamment les Américains, pour dénoncer certains Chinois ou certains Nord-Coréens sur des sujets. On entendait tout à l'heure dans notre vidéo, les centres de cyberattaque, en tout cas, ces organisations, elles pullulent en Afrique, n'importe quoi, en Europe de l'Est plutôt. C'est vrai ça, ou c'est vraiment une hérésie ou un préjugé? Alors oui, on dit souvent que ça vient de l'Est, Chine, Russie et Europe de l'Est. Ce qui est vrai, c'est que en Europe de l'Est, il y a des compétences, il n'y a pas forcément de métier associé à ces compétences. Du coup, ils vont aller vers le côté rémunérateur non légal, quoi. D'accord. Alors il y a maintenant une nouvelle donne, c'est le télétravail, apprendre à collaborer en distance. Qu'est-ce que ça implique pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez, Maxime Charles? En termes de cybersécurité, en tout cas, ça implique de sécuriser les relations d'un télétravailleur avec son entreprise, donc les relations numériques. Mais ça implique aussi d'autres sujets autour notamment de l'utilisation d'outils, de différents outils, qui peuvent être des outils pour suivre l'activité d'une équipe à distance, puisqu'on n'a plus l'habitude de faire des points entre 2 portes ou autour de la machine à café. Donc on doit s'organiser avec des applications spécifiques ou encore même d'ailleurs l'usage, je dirais, constant et régulier de la visioconférence, comme on le fait là aujourd'hui avec vos invités, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques mois. C'est pas facile à mettre en œuvre tous les jours. Voilà. Et donc cette visioconférence-là, elle va avoir, je dirais, un impact sur les infrastructures dont disposent les entreprises, qu'elles doivent forcément adapter en termes de capacité, de puissance. Donc que ce soit dans les capacités Wi-Fi, dans les lignes Internet, etc. Et à chaque fois qu'on va ouvrir une porte vers l'extérieur pour un collaborateur, eh bien, on va potentiellement ouvrir une faille, puisque ça peut être une faille liée au réseau de l'entreprise, mais aussi au matériel qu'utilise le collaborateur s'il n'a pas été fourni par l'entreprise, par exemple. Alors, qui dit télétravail dit aussi utilisateur d'équipements informatiques en extérieur. Frédéric Thoraval, l'une de vos missions, c'est aussi de sensibiliser vos salariés, parce que vous êtes aussi sujet, j'imagine,
à des questions liées au télétravail. Complètement. L'aspect télétravail, effectivement, durcit la tâche, mais la sensibilisation, c'est essentiel. Faut savoir qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on contredira, mais l'essentiel des dernières cyberattaques ont été liées à une action humaine. Un clic sur un mauvais mail, une ouverture d'un lien, une URL qui était frauduleuse. Et puis, c'est par là que ça rentre, quoi. Donc, on a beau mettre tous les systèmes techniques, les meilleures solutions de cybersécurité. L'aspect humain est primordial. Il faut vraiment que l'utilisateur soit sensibilisé à l'utilisation de l'outil informatique et de ne pas cliquer sur n'importe quoi, n'importe quel mail qui revient avec des choses qui paraissent intéressantes. Il faut vraiment... Et vous me disiez que vous faisiez des campagnes de phishing, c'est ça ? Tout à fait, on fait des faux phishing pour s'assurer que justement les collaborateurs ne cliquent pas sur des liens sur lesquels ils ne devraient pas. Alors c'est vrai, Florian Carfenton, que la frontière entre les activités personnelles et professionnelles se chevauche, notamment avec le smartphone, nos mails qu'on peut consulter au bureau ou chez soi. Ça complique la tâche de la sécurisation d'un réseau, par exemple ? Oui, énormément. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, quand la personne va surfer pendant son moment personnel, et elle peut récupérer des virus, et quand elle va se connecter après à l'entreprise, le virus va pouvoir infecter l'entreprise. Et moi, plus particulièrement dans mon domaine, c'est problématique puisque j'ai pas forcément le droit de tester la sécurité des PC personnels. Donc, je vais attaquer que des PC qui sont vraiment appartenant à l'entreprise, et je vais pas pouvoir tester cette partie qui est devenue de plus en plus importante. Et justement, ça ressemble à quoi le quotidien d'un consultant cyber, pentester ? On pense tous au bureau des légendes, on a plein d'images de films. C'est aussi sexy que ça ? Pas tout à fait, mais bon, il y a quand même des points communs. Donc en gros, déjà il y a deux modes de mission. Donc comme je disais, soit j'attaque depuis Internet, donc là je simule une attaque depuis Internet, donc je vais pouvoir le faire en télétravail. Soit j'attaque depuis l'intérieur de l'entreprise, donc là il va falloir que je me déplace au sein des locaux de l'entreprise. Après, en termes d'activité, c'est assez semblable dans les deux cas. Dans les deux cas, je vais passer une bonne moitié de mon temps à attaquer, donc ça sera très technique et ce sera, on va dire, un combat entre la machine et moi. Et l'autre moitié du temps, c'est de la rédaction de rapports, donc là, beaucoup plus classique. Il faut savoir aussi vulgariser pour bien faire comprendre de la part de clients qui n'ont pas forcément le même niveau de compétences techniques que nous. Et après, du coup, c'est très variable en termes de temps de mission. Ça peut être des missions courtes, genre je peux partir une semaine en Jamaïque pour une mission d'une semaine, et je peux faire 3 mois en Bretagne, donc pas avec la même météo, mais sur une mission. D'accord. Alors je précise que vous attaquez pour prévenir les risques, vous n'êtes pas un méchant hacker. Okay. Et des clauses de confidentialité, etc. pour d'un point de vue droit, corriger ça, quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, notre vie virtuelle foisonnante, il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui s'interrogent sur les bonnes pratiques. On va écouter cette question de Jules. J'essaye d'utiliser des mots de passe solides. J'essaye d'utiliser des mots de passe différents en fonction de mes comptes, parce que si un de mes comptes est compromis, je ne veux pas que ce soit le cas pour les autres. J'essaye d'utiliser au maximum des antivirus, de faire des nettoyages de cookies, d'historique. J'essaye d'utiliser d'autres navigateurs web. Et malgré tout ça, j'ai quand même la sensation d'être pisté, le sentiment de laisser une trace à travers les cookies et les publicités ciblées. Et je me pose la question de savoir où vont mes données, comment est-ce qu'elles sont utilisées et est-ce qu'elles sont à l'abri d'éventuelles tentatives de vol. Alors Jules est un utilisateur très averti, mais il pose quand même des questions assez sensibles. Que peut-on lui répondre Qui veut répondre à Jules? Où vont ces données? Dans le domaine de la propriété intellectuelle, en tout cas de la donnée personnelle. Donc il y a un règlement qui existe, qui s'appelle le Règlement général de la protection des données personnelles. Et il se trouve que là, Jules nous fait part d'un certain nombre d'informations dont détiennent des grandes sociétés mondiales. On ne citera pas, bien évidemment. Techniquement, ça reste à elle de les sécuriser si c'est bien elle que Jules les confie. S'il les confie n'importe où, à n'importe qui, c'est un autre problème. Parce qu'effectivement, il existe aussi pour un pirate la possibilité de récupérer des données sur un site X et de les utiliser contre son propriétaire sur un site Y. Et c'est là où il expliquait qu'il changeait ses mots de passe. Et heureusement, déjà, parce que si on utilise tout le temps le même partout, il suffirait de le récupérer sur un site mal sécurisé pour l'utiliser sur un site d'une banque, par exemple. Alors la banque, c'est un autre sujet, mais en tout cas, il y a des sites qui ne sont pas encore suffisamment bien sécurisés. Donc... Florian Carfenton, vous voulez ajouter quelque chose, un conseil pour mieux sécuriser nos données ou faire attention ?
En effet, en tout cas, il y a un très bon exemple, la réutilisation de mots de passe, c'est à bannir, hein, puisque moi, souvent, j'arrive à rentrer, j'ai pas dit, mais dans 10% des cas, quand j'attaque depuis Internet, j'arrive à rentrer dans le client, au sein du réseau client, et dans 90% des cas, quand je suis sur site, je vais atteindre l'objectif de devenir domaine admin. Du coup, la réutilisation de mots de passe, c'est clairement quelque chose à bannir, que j'utilise moi en tant qu'attaquant sur les entreprises. Ben moi, j'ai beaucoup de boulot. Un dernier mot, un conseil en un mot, Monsieur Toraval? Non, je pense qu'il y a des bonnes pratiques qui sont à prendre pour les personnes. C'est effectivement, cette notion de mot de passe, je crois que c'est primordial. Mais également, faire attention là où on navigue, faire attention là où on clique, faire attention aux mails qu'on ouvre. C'est plein de choses qui sont de bon sens, en fait. Juste prendre le temps d'analyser, de pas cliquer et aller rapidement sur À retenir, ne pas avoir toujours le même mot de passe. Merci à tous les trois d'avoir participé à notre dossier du jour. Allez, on file retrouver tout de suite Evan. Evan qui découvre ce matin le collectif Bascule Argoat. Ça y est, on a pris notre petit café et on est dans la salle commune de Bascule Argoat. Benjamin, je le rappelle, ici, il y a une vingtaine de personnes qui vivent sous le même toit. Tout ça, ça demande de s'organiser. Et justement, comment vous faites pour organiser votre vie en collectivité? Alors effectivement, on utilise principalement ce tableau comme outil. Et du coup, l'idée de ce tableau, c'est vraiment de se répartir les différents rôles quotidiens d'autogestion. Donc il va y avoir plus faire à manger, plus débarrasser. Et l'idée derrière ça, c'est de s'inscrire pour qu'il n'y ait pas de trous et que voilà, ces différents rôles soient pris en charge par les habitants de manière assez fluide. Il y a également une partie plus sur le ménage. Et on a d'autres supports de tableaux qui nous permettent plus de faire notre organisation de manière collective. Il n'y a pas d'obligation de toujours tous manger ensemble? Non, bien sûr que non. En fait, le repas va être prêt le midi ou le soir à telle heure. Et puis après, il y a toujours cette souveraineté de manger tout seul, de manger autre chose, etc. quoi. Vous avez aussi des conseils tous les lundis? Exactement. En fait, chaque lundi, il y a une réunion commune à nous tous qui va nous permettre en fait de parler des différents points importants, donc soit sur les projets extérieurs, soit sur la maison, soit sur notre collectif. Et ça va être un temps qui va nous permettre d'évoquer tous ensemble ces différentes problématiques et d'en discuter pour faire des choix collectifs. Ok, on a bien compris, ça donne envie en tout cas. Merci Benjamin, à tout à l'heure peut-être. Maintenant, je vous propose de rencontrer Étienne. Salut Étienne. Bonjour. Alors, ce projet Bascule Argoat, il a aussi pu voir le jour grâce au financement participatif. Vous avez récupéré combien de milliers d'euros? Alors 15 000 euros. 15 000 euros. Et sur ce mur, c'est super sympa, vous avez le nom de tous les donateurs. Pourquoi est-ce que les gens ont donné, à ton avis? Je pense que les personnes soutiennent notre projet. C'est un projet assez ambitieux, donc voilà, on a besoin aussi d'argent, mais les personnes soutiennent notre projet. C'est quelque chose qui est très novateur, on va dire, et on a aussi une bonne visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient en votre projet. Ouais, je pense que... Justement, on va enchaîner parce qu'on a plein de choses à vous raconter. Ouais. Les gens croient tellement en votre projet que vous accueillez pas mal de monde dans la maison. Pourquoi? Tu vas nous expliquer. Alors en fait, ça fait partie de notre raison d'être, c'est d'être un lieu ouvert au public. Donc là, c'est un peu compliqué avec le Covid, mais on reçoit quand même des personnes sur une période, sur des périodes ouvertes, donc chaque mois. Donc là, c'est un peu des séjours. Là, du coup, c'est une salle qui, dans le futur, sera une salle ERP, donc recevant du public, qui nous permettra d'accueillir des groupes, des associations pour des formations, des choses comme ça. Donc là, on est encore en travaux, comme on peut voir, mais donc, d'ici quelques temps, sur votre site Bascule Argoat, on pourra voir les différents stages ou les opportunités de venir à la journée. Voilà, les événements, les choses comme ça, ouais. Sur notre site, sur nos réseaux sociaux, on partagera tout ça. Donc quand le Covid, quand on pourra avec le Covid, et puis quand on aura fini nos travaux. Est-ce qu'il est prévu aussi de faire un retour d'expérience pour peut-être donner envie à d'autres personnes ailleurs en France ou ailleurs en Bretagne de faire le même projet? Ouais, donc là c'est au niveau de l'accueil longue durée en fait. L'été, on fait des séjours d'accueil de 10 jours avec des formations et des choses comme ça. Et donc là, on est en train d'écrire un livre blanc donc, qui fait un retour sur ces accueils-là, ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé, tout ça, quoi. Toujours dans ce but de créer du lien et de peut-être faire des petits, qu'il y ait d'autres bascules. Et s'aimer, exactement, montrer comment ça se passe, les choses qui se passent bien ou les choses qui se passent moins bien. C'est pas toujours facile de vivre à plein. Et donc... voilà, de montrer quand même aux gens quelque chose de vrai et potentiellement qui développe ça dans d'autres endroits, quoi. Alors, il y a aussi un autre volet de l'association, c'est le lobbying citoyen pour faire changer les choses, changer un petit peu les codes. Et justement, on va en parler dans quelques instants. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Place maintenant notre volet emploi coup de projecteur ce matin sur le métier de technicien de maintenance.
Sûrement, pour l'instant, la place n'est pas encore définie à 100%, mais on devrait la mettre dans ce sens-là. Je m'appelle Mickaël, j'ai 35 ans, je suis technicien de maintenance. Le métier de maintenance consiste à réparer les machines, principalement. Ça a sa mission première, la réparation, donc ce qu'on appelle la maintenance corrective. Mais avant tout ça, il faut effectuer la maintenance préventive, qui a pour mission justement d'anticiper les pannes, d'éviter la panne. C'est 100, donc on serait sur 160. J'ai toujours été un peu plus ou moins passionné par la mécanique. Quand je l'ai découvert la maintenance, un milieu que je ne connaissais pas du tout, ça m'a ouvert les portes sur beaucoup de choses, donc en électrique, en pneumatique, en hydraulique, donc qui permet aussi dans la vie personnelle de s'épanouir pleinement. C'est une usine qui réalise des pièces mécaniques de précision, donc pour l'industrie. Les journées ne se ressemblent jamais. J'ai principalement des missions un peu de maintenance préventive pour essayer d'anticiper. Malheureusement, des fois dans le planning, on est amené à avoir des pannes machines auxquelles il faut être assez réactif. Visiblement, on aurait un problème au niveau de la programmation. Donc on va remonter mon ancien produit en le rebootant, en espérant qu'on n'ait pas de difficulté à le rebooter. On a de la gestion à faire, notamment au niveau des priorités de panne. Est-ce que celle-ci est plus importante que l'autre? C'est toute cette notion-là qu'il faut prendre en compte dans le métier de la maintenance. Ils ont monté la plaque dessus, ils l'ont fournie avec. C'est pour ça je suis obligé de la démonter. Il faut être très organisé, énormément structuré, avoir un bon sens de réflexion et puis rester logique dans sa tête, quoi qu'il arrive. Sur une pièce neuve, on se retrouve avec un défaut encore de communication, malgré le remplacement de l'écran et de la carte qui avait été diagnostiqué par leur technicien. Le fait de se lever et de ne savoir à l'avance ce qu'on va faire, c'est vraiment enrichissant, car on est amené toujours à faire toujours plus, avoir des connaissances qu'on n'a pas forcément et qu'on est obligé d'acquérir sur le terrain ou en appelant justement des professionnels qui nous aiguillent sur ce domaine-là. Il faut toujours se remettre en question et toujours aller de l'avant et toujours se perfectionner. C'était le portrait de Mickaël, technicien de maintenance. Pour en savoir plus, Laetitia Duré de Pôle emploi à Brest est avec nous. Bonjour Laetitia. Saint-Malo, mais c'est pas grave. Sarah Lou, excusez-moi. Bonjour. Bonjour Sarah Lou. C'est un secteur qui recrute énormément, le secteur des techniciens de maintenance. Quelles sont les offres d'emploi à pourvoir en Bretagne ? Alors effectivement, c'est un secteur où il y a beaucoup d'offres, puisque le domaine d'activité est très large. Donc en Bretagne, tous partenaires confondus, on est à plus de 2000 offres. Celle de Pôle emploi, on est à 400. Et si on cible sur Rennes, on est à 80. Et quelles sont les formations qui permettent d'accéder au métier ? Et alors pour accéder à ce poste, il faut privilégier le bac pro en alternance. Et de plus en plus le bac plus 2 quand il s'agit de formation initiale. Mais quand on est dans la reconversion, on peut aussi passer par un titre professionnel ou ce qu'on appelle un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Et les salaires rapidement dans la profession ? Alors on démarre entre 1007 net pour démarrer. Après c'est un secteur, un métier en pleine évolution et qui permet d'accéder rapidement à des offres de responsable qualité ou responsable maintenance. Merci beaucoup Laetitia Duré. Vous étiez bien à Pôle emploi Saint-Malo et non Brest, comme je l'ai dit précisément tout à l'heure. Merci beaucoup Laetitia et pour toute info supplémentaire. Rendez-vous sur pôle emploi.fr. Et vous le savez, chaque jour, en plus des offres d'emploi, on vous donne des idées pour être plus solidaire. Et si vous parrainiez une ruche, regardez. Délicieux ce miel. C'est le miel de ma ruche. Chaque année en France, 30% des colonies d'abeilles disparaissent. On ne vous apprend rien, les abeilles sont en danger et nous avec. Car plus d'abeilles, plus de pollinisation et c'est 80% des espèces végétales menacées. Et si vous faisiez votre part pour éviter ça ? C'est possible en parrainant une ruche. Par exemple avec l'association Un Toit pour les abeilles. Tout se fait sur leur site internet. À partir de 4,50 € par mois, vous parrainez 2000 abeilles et plus si affinité. En contrepartie, vous recevrez plusieurs pots de miel dans l'année et des nouvelles de votre ruche. Vous pourrez même rencontrer l'apiculteur.
Florence parraine 4000 abeilles depuis 5 ans. Je suis vraiment très très satisfaite de cette collaboration, heureuse d'être la marraine des ruches. Chaque année, je reçois 6 pots d'un miel d'une qualité hors pair que jamais je ne trouverai en supermarché. Et je suis vraiment heureuse d'apporter mon aide auprès d'un producteur et d'une association qui a des valeurs que je partage. Vous aussi contribuez à lutter contre la disparition des abeilles en parrainant une ruche. Un engagement gourmand. Un engagement gourmand. Et quand les abeilles deviennent une passion, j'appelle Didier Ducorroy. Bonjour Didier. Bonjour. Alors vous êtes apiculteur à Guingamp depuis près de 15 ans. Vous avez monté la structure Abeilles d'Armor. Comment votre histoire avec les abeilles a-t-elle commencé, Didier ? Écoutez, enfin assez simplement, disons que je suis tombé amoureux des abeilles il y a maintenant une quinzaine d'années, voire plus. Et j'ai eu ma première ruche, j'ai eu 10 ruches, et puis je suis arrivé à 70 ruches. Et là, j'ai décidé de changer mon métier. J'étais dans le privé et j'ai travaillé avec les abeilles depuis ce temps-là. Et qu'est-ce qui vous fascine chez les abeilles ? Alors les abeilles, c'est un insecte absolument extraordinaire, magique. Il suffit d'être auprès des abeilles pour découvrir un monde absolument fascinant d'organisation, comment dire, on parlait de défense tout à l'heure, de cyberattaque, mais là justement de voir comment les abeilles se comportent vis-à-vis d'un intrus ou pas, de voir comment évolue la colonie. Alors c'est vrai que dans votre reportage là, juste précédent, vous parliez du danger qui menace les abeilles, hein. Donc, il y en a de différents ordres, mais c'est une passion qui est c'est très viral, comme si on peut dire en ce moment, mais c'est très viral comme passion. Comme vous le disiez à l'instant, les abeilles sont en danger. Il n'y en a plus assez en France depuis les années 70. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en prend davantage conscience et qu'on ça bouge à ce niveau-là ? Je dirais qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par la vie des abeilles et qui veulent aller un peu plus loin et donc aller visiter des ruches, aller découvrir ce monde extraordinaire, apprendre les gestes des apiculteurs et donc à chaque fois la visite des ruches, même si on n'a pas du tout l'habitude d'être auprès d'elles, c'est une façon aussi de bien l'appréhender et puis de ressortir complètement changé parce qu'on n'est pas indifférent à la visite des abeilles. Alors vous avez près d'une centaine de ruches et vous avez à cœur justement de transmettre et partager votre passion à tous les publics. Tout à fait. Donc je vais faire des interventions dans les écoles. Je fais venir aussi les écoles sur mes ruchers. Je donne des cours d'apiculture. Il y a un engouement tout à fait extraordinaire. Je travaille aussi avec des ESAT où je transmets mes gestes pour qu'il y ait une certaine autonomie de ces équipes dans l'installation de ruches chez eux ou dans les entreprises, etc., quoi. Comment ça se passe un atelier avec Didier Ducorroy ? Alors, avec Didier Ducorroy, ça va se passer de la façon suivante. Donc, je vais vous accueillir sur mon rucher. Je vais vous donner des tenues d'apiculteurs, d'apicultrices, et puis nous allons aller ensemble voir les ruches. Donc, voir les ruches, ça veut dire ouvrir les ruches, regarder ce qui se passe à l'intérieur, essayer de trouver la reine, puisqu'il n'y en a qu'une seule par ruche, et bien observer les abeilles, voir où se situe le miel, le pollen, où la reine pond les œufs, et puis de s'intéresser aussi au comportement des abeilles qui n'est pas du tout agressif. Il suffit de se prendre certaines précautions et on passe un moment tout à fait étonnant en parlant de l'histoire des abeilles jusqu'à leur vie intime dans la ruche. Alors c'est vrai qu'on connaît tous quelqu'un qui a peur des abeilles et j'en fais partie. Comment lever les craintes, Didier ? Donc, moi, ce que je vous invite une prochaine fois à venir sur l'un de mes ruchers, je vous donnerai une tenue, et puis on va expliquer les choses. Vous savez, il y a deux moments où les abeilles sont dangereuses, entre guillemets. C'est lorsque qu'on se trouve devant la ruche, c'est-à-dire devant la piste de décollage. Là, on gêne les abeilles.
Et donc là, bien sûr, elles ont une réaction de défense, elles veulent faire fuir l'intrus. Le deuxième danger, c'est effectivement d'ouvrir la ruche, parce que là, on touche à la maison, et donc là, on a une réaction de défense qui est logique. Merci beaucoup Didier Ducorroy de nous avoir partagé votre passion. Promis, c'est vendu, je viendrai vous voir sur votre exploitation. Allez, on file maintenant retrouver Evan à Plouray. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, je suis avec une partie des membres de l'association Bascule Argoat. Et ici, on applique le principe de la gouvernance partagée. C'est un principe qu'on entend parler de plus en plus. C'est plutôt chouette. Et Romane, tu vas nous expliquer comment ça marche concrètement. Oui, en fait, nous, ici, on est vraiment contre tout ce qui est hiérarchie, tout ce qui est prise de décision par une seule personne. Du coup, on organise notre vie pour pouvoir prendre des décisions collectivement, de façon horizontale, en faisant marcher l'intelligence collective. Et du coup, ça passe par plein d'outils pour le faire. Donc, par exemple, une fois par semaine, en fait, on a un temps commun. Donc, dans cette salle ici. Dans cette salle ici, c'est ça. C'est une sorte de réunion où tout le monde vient. Elle est organisée pour justement favoriser la parole de chacun, enlever les effets de domination dans un groupe. Donc, en gros, ça fonctionne avec ce tableau. Chaque semaine, on inscrit les sujets dont on a envie de parler, nos besoins, si c'est partage de ressenti des autres, si c'est prise de décision. Et on en parle collectivement. Le temps est bien cadré aussi pour ne pas déborder. C'est ça, en fait, on vise l'efficacité, mais vraiment pour promouvoir. C'est un cadre qui vient promouvoir l'intelligence collective et le fait de prendre des décisions ensemble. Et vous avez toujours les valeurs de la gouvernance partagée affichées pour qu'on s'en souvienne, bienveillance notamment. C'est ça, et puis en début de réunion, en fait, on nomme celles qui sont vraiment importantes pour nous. Pas de débat, on est pour et on n'est pas contre, on vient favoriser. Et ces principes-là, ils sont applicables pour toutes les associations, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner pour en apprendre plus. Bascule Argoat, c'est aussi, dans vos missions, de favoriser l'engagement des citoyens et aussi des institutions. Tu peux peut-être nous en parler, Manon ? Voilà, nous, on a vraiment vocation à être un lieu d'action pour promouvoir les transitions dans leur pluralité sur le territoire et notamment sur le territoire du centre-ouest Bretagne dans lequel on a implanté. Donc ça passe par plein de choses. Par exemple, on travaille avec le Conseil de développement et l'Agence locale de l'énergie et un Fab Lab local pour créer un événement de créativité territoriale là au mois de juillet. On travaille aussi à une étude locale sur le futur de l'énergie et de l'alimentation si possible dans le respect des rapports du GIEC. Donc voilà, essayer de tirer le territoire vers de l'ambition en termes de transition. Et puis c'est concret surtout, quoi. Voilà. Ouais. Et alors vous avez aussi un engagement auprès des citoyens pour mobiliser tout le monde. C'est ça, en fait on agit dans les institutions mais aussi en dehors, donc avec plutôt des manifs, avec le fait de rejoindre d'autres collectifs pour organiser ensemble et créer des réseaux de militants. Donc là, par exemple, c'est une manif contre les fermes-usines et le système agro-industriel avec le collectif Morbihan contre les fermes-usines qui regroupe d'autres assos, la Confédération paysanne. Ah, mais c'est toi ? C'est ça, j'étais dans l'équipe d'animation, la Confédération paysanne, Ouïe-Rivière, Alto Marée Verte, enfin vraiment plein de groupes. En fait, on fait un réseau de militants pour faire évoluer Pour les cantines bio aussi, par exemple ? Oui, c'est ça. Cantine bio aussi, elle est une campagne de lobby citoyen. Où on encourage les gens à écrire des lettres aux députés, mais aussi aux collectivités locales. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le développement de Bascule Argoat ? C'est quoi les prochaines grandes étapes et ce que vous aimeriez faire dans les prochains mois ? Alors, ce qu'on aimerait, c'est consolider notre collectif et le rendre vraiment acteur localement des transitions. Donc, on aimerait, peut-être qu'on peut nous souhaiter des grandes victoires sur le territoire en lien avec les collectivités pour que vraiment des solutions de transition soient mises en place. Ouais, ça a créé plein de réseaux avec plein d'autres groupes et vraiment faire une force collective qui vient amorcer le changement, quoi. Amorcer le changement. En tout cas, le faire continuer parce qu'il existe déjà. Il est déjà amorcé, c'est vrai. Pardon. En tout cas, si vous voulez en apprendre plus, allez vite sur la page Facebook Bascule Argoat ou sur votre site internet qu'on pourra trouver sur n'importe quel moteur de recherche. Merci beaucoup. Merci et puis à très vite pour une nouvelle découverte en Bretagne. Salut. Merci beaucoup Evan. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Très belle journée sur France 3 Bretagne.